à tous à ce webinaire donc dédié au plan de relance. Donc pour intervenir sur ce webinaire aujourd'hui, on accueille Denis Larcher de la Direct et puis Sylvie Louet de Solutions & Co qui dans un deuxième temps nous présentera la plateforme Solutions Partage avec notamment la possibilité de faire du partage de prêts de main-d'œuvre, du partage de locaux pour les entreprises. On reviendra en fin de webinaire sur cet aspect-là. Voilà, je vous laisse la parole pour démarrer et présenter ces points sur le plan de relance, Monsieur Larcher. Ouais. Et juste une petite précision, on va demander aux participants de couper leur micro dans la fenêtre participant pour qu'on puisse chacun communiquer puis entendre Monsieur Larcher. Oh là là, non, je suis au travail. Ouais. Bonjour à tous. Donc Denis Larcher, je suis chef de la mission mutation économique et développement des compétences à la Direct Pays de la Loire. Je vais vous présenter donc les principales mesures du plan de relance qui visent donc à accompagner les entreprises et les salariés dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis le printemps dernier. Ces mesures s'inscrivent donc dans un plan global qui vise à la fois l'accompagnement des entreprises, des salariés, mais également, et vous aurez certainement l'occasion de pouvoir participer à d'autres temps d'échange sur les mesures d'accompagnement aux publics jeunes, notamment je pense au dispositif Un jeune, une solution, qui sont principalement axés donc plutôt sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour l'accès au marché du travail. Je vais me centrer aujourd'hui sur vraiment l'accompagnement des entreprises et des salariés. Donc le plan France Relance qui a été donc présenté à l'automne, à la rentrée de septembre, vise un plan massif de près de 100 milliards d'euros autour de trois volets principaux qui sont l'écologie, pour accompagner toutes les démarches de transition vers une économie plus verte et plus durable. C'est un des objectifs nationaux, mais aussi européens. Le second volet, c'est l'accompagnement à la compétitivité des entreprises pour permettre que celles-ci disposent de conditions les meilleures pour permettre leur développement et également préserver l'emploi des salariés, donc avec un certain nombre de mesures dont vous avez certainement entendu parler, de soutien à l'activité économique, d'aides diverses et variées qui ont été mobilisées à l'occasion de la crise sanitaire, notamment à destination des entreprises confrontées à des situations de fermeture administrative, mais aussi des mesures plus structurelles qui visent à réduire le coût de l'emploi pour les entreprises et donc à renforcer leur compétitivité. Et puis enfin, le troisième volet de ce plan de relance, sachant que globalement, les moyens mobilisés sont à peu près répartis équitablement sur ces trois volets, c'est le volet cohésion, qui vise à garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, notamment avec l'accompagnement d'un certain nombre de collectivités, et entre l'ensemble des Français. C'est principalement donc sur le volet cohésion que la Direct est mobilisée dans son volet accompagnement des salariés et des publics à l'emploi. Je disais que moi, je ferai simplement un point spécifiquement donc, sur le volet entreprise et salariés pour vous présenter donc des mesures qui ressortent spécifiquement dans le cadre de ce volet cohésion, des moyens qui sont mobilisés à titre exceptionnel pour accompagner l'ensemble de ces acteurs. Alors, quels sont les moyens dédiés au soutien aux entreprises et aux salariés sur la période 2020-2021? Les moyens alloués donc, à cet objectif sont de 7,6 milliards d'euros, avec deux objectifs principaux. Sauvegarder l'emploi, notamment en prévenant les licenciements économiques, avec pour objectif de préserver le capital humain des entreprises quand elles sont confrontées à une baisse d'activité qui est soit temporaire, soit durable, je dirais de moyen terme. 6,6 milliards d'euros sont mobilisés dans ce cadre-là. On reviendra plus spécifiquement sur les mesures que ça recouvre. Et en parallèle, un effort massif
fait par l'État pour accompagner le développement des compétences des salariés en emploi, avec comme objectif de favoriser donc leur employabilité, de garantir donc leur maintien en emploi et surtout le maintien des compétences, éviter l'obsolescence des compétences des salariés et donc un risque de rupture de parcours professionnel. Sur ce volet développement des compétences, vous le voyez, il y a 1 milliard d'euros qui est consacré pour permettre de renforcer ce volet spécifiquement pour les salariés. Bien sûr, le dispositif d'accompagnement des compétences des salariés vient en complément de toutes les démarches qui sont mobilisées, notamment dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences qui est lancé depuis quelques années maintenant et qui vise plutôt à accompagner la formation des primo-accédants au marché du travail, ainsi que de ceux qui se retrouvent demandeurs d'emploi et pour leur permettre de mobiliser un parcours de reformation qui facilitera leur réinsertion professionnelle. Donc, quels sont les principaux dispositifs qui sont d'ailleurs des dispositifs qui sont mobilisés au niveau régional et dont on en assure pour partie ou partiellement avec nos unités départementales la gestion? Le premier des dispositifs qui a été fortement mobilisé donc, à l'occasion de la crise sanitaire, c'est le dispositif d'activité partielle que vous connaissez certainement tous, un dispositif qui préexistait à la situation de crise sanitaire, qui est mobilisé principalement lorsque des entreprises rencontrent des difficultés ponctuelles, circonscrites dans le temps, qui nécessitent qu'un soutien leur soit apporté pour assurer le maintien d'emploi de ses salariés, éviter les ruptures de contrat de travail, alors même que l'entreprise aura très certainement besoin, à court terme, à moyen terme, de ces compétences. Ce dispositif d'activité partielle, dit de droit commun aujourd'hui, a été donc fortement mobilisé en Pays de la Loire, tout comme au niveau national. Je vous donne quelques chiffres, mais près de 70% des entreprises ayant des salariés en Pays de la Loire ont sollicité au cours du printemps, notamment le recours au dispositif d'activité partielle. Et ça représente à date, à mi-janvier, pour ce qui concerne les Pays de la Loire, une enveloppe financière qui correspond à plus de 1,3 milliard d'euros d'allocations versées par l'État aux entreprises pour leur permettre de maintenir en emploi leurs salariés. Ce dispositif d'activité partielle de droit commun, il a connu, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, des évolutions majeures et significatives. Nous sommes passés d'un dispositif qui était notamment sur le volet de l'allocation versée par l'État à l'entreprise forfaitaire, un dispositif qui est devenu proportionnel. J'y reviendrai sur la slide suivante, mais en tout état de cause, l'objectif qui était celui de préserver le maximum d'emplois nécessitait que le dispositif et notamment ses modalités financières soient rénovées. Ça a été le cas dès le mois de mars dernier et je dirais que tout au cours de la période depuis mars, le dispositif a été ajusté pour tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'emploi pour les entreprises. Parallèlement à ce dispositif, et parce que très rapidement, on a constaté et on a fait ce constat de la nécessité de mettre en place un dispositif complémentaire à celui qu'on connaissait jusqu'à présent, a été proposé et validé en lien avec les partenaires sociaux au niveau national un dispositif qui s'appelle activité partielle de longue durée et qui vise cette fois à accompagner, comme vous le voyez, des entreprises qui sont plutôt dans une situation de choc durable et brutal d'activité. Donc typiquement des entreprises qui sont sur moyen terme des activités qui se retrouvent fortement impactées et pour lesquelles on sait que la réouverture des entreprises, la relance de l'activité économique n'aura pas nécessairement un impact immédiat sur le niveau des commandes et le niveau d'activité de chacune des entreprises, tout en gardant comme objectif à moyen terme l'activité puisse reprendre. Donc on identifie tous un certain nombre de secteurs qui ont été à la fois impactés de façon significative et très rapide par la crise sanitaire et pour lequel la reprise va se faire de façon plus souple, plus difficile. Du coup, ce dispositif d'activité partielle de longue durée, je reviendrai rapidement s'agissant de ces modalités de
de mobilisation vient en soutien de ce type d'entreprise qui ont la nécessité ou le besoin d'avoir de la lisibilité à moyen terme pour leur permettre de garantir le maintien en emploi de ces salariés. Peut-être, Monsieur Larcher, là-dessus, sur les dates aujourd'hui où ces dispositifs prennent effet, notamment l'activité partielle de longue durée, on a une échéance d'ores et déjà sur jusqu'à quand c'est, à ce jour en tout cas, c'est effectif? Oui, alors j'y reviens dans les 2 slides qui suivent, D'accord. donc je vais répondre à votre question indirectement. Ok. Donc, très rapidement, et je ne vous fais pas l'historique des différentes évolutions qu'on a connues depuis mars, s'agissant de l'activité partielle de droit commun, mais vous voyez qu'aujourd'hui, en termes de lisibilité, donc on a, et ce sont des montants, notamment de prise en charge, qui sont pour l'instant garantis jusqu'au 1er février. Alors, pourquoi le 1er février? Parce qu'on attend des annonces gouvernementales qui vont pouvoir avoir des incidences sur la situation dans laquelle les entreprises vont se trouver. Mais bien évidemment que ce dispositif a vocation à être pérennisé pour celles des entreprises qui se retrouveraient toujours confrontées soit à des fermetures administratives de leur activité, soit à des limitations sensibles de leur activité, notamment par des procédures, par exemple, de couvre-feu. Donc, on a un dispositif aujourd'hui qui est relativement souple, puisque vous voyez que l'entreprise a la possibilité de solliciter le recours à ce dispositif pendant une durée de 12 mois, donc sur une période relativement longue, et elle va faire bénéficier de ses salariés d'une allocation donc, qui est prise en charge par l'État, hein, qui est comprise entre 70 et 60%, ou 60 et 70% de la rémunération brute du salarié, sachant que, comme vous le voyez en bas de ce tableau, l'indemnité qui est versée aux salariés par l'entreprise correspond à 70% de ce même salaire brut. Ce qui veut dire, pour dire les choses plus clairement, c'est que soit vous êtes dans une situation d'entreprise fermée administrativement, totalement et partiellement, et vous pouvez bénéficier d'une prise en charge d'une allocation qui correspond à 100% de la rémunération que vous maintenez à vos salariés en activité partielle. Vous êtes dans les autres cas de droit commun, et dans ce cas-là, l'employeur va verser 70% de la rémunération brute quand l'État va rembourser à l'entreprise 60%, ce qui fait un reste à charge pour l'entreprise qui est quand même limité à 15%, avec un certain nombre de planchers qui fait qu'aujourd'hui, en deçà de 20 € de l'heure de salaire brut, le salarié et l'entreprise se retrouvent dans l'allocation que verse l'État à l'entreprise. Donc, un dispositif incitatif qui le reste encore de façon importante, qui risque d'évoluer dans les prochains mois avec des dates qui tiendront compte du contexte dans lequel on se trouvera. Je dirais qu'à terme, sur l'activité partielle de droit commun, le reste à charge entreprise devrait plutôt se situer aux alentours de 45%, alors qu'aujourd'hui, il est compris entre 0 et 15%. Donc, des évolutions à venir dans les prochains mois qui feront que ce dispositif deviendra, je dirais, moins incitatif. Mais c'est la raison pour laquelle, je le disais, donc, a été mis en place en complément de ce dispositif d'activité partielle de longue durée, d'activité partielle de droit commun, un dispositif activité partielle de longue durée qui, lui, suit un certain nombre de modalités différentes, à la fois dans ses modalités de mobilisation, puisque, je le disais en avant-propos, cet outil ou cette déclinaison d'activité partielle a été mis en place avec le souhait donc, de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise, puisqu'il est mobilisable soit suite à la signature d'un accord d'entreprise, soit pour les plus petites entreprises, à l'adhésion de cette entreprise à un accord de branche étendu par le ministère du Travail. Donc, on voit que c'est un dispositif qui est à la fois à la main des partenaires sociaux et qui est également négocié, avec comme objectif de donner de la lisibilité aux entreprises sur leur capacité de mobiliser un dispositif de soutien à l'emploi des entreprises, une durée de 24 mois maximum sur 36 mois, donc une durée relativement longue avec des périodes de renouvellement régulières, et donc la possibilité pour l'entreprise d'avoir sur le moyen terme
cette visibilité, de pouvoir avoir accès à un dispositif du type de celui de l'activité partielle. Sur la question de l'indemnisation aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas d'évolution significative par rapport au précédent slide et par rapport à l'activité partielle de droit commun. Retenez simplement que ces indemnisations et ces prises en charge par l'État ont vocation à perdurer sur la période et sur la durée de l'accord d'entreprise, modulo ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les conditions d'indemnisation de l'État sont similaires dans les deux cas, pour ce qui concerne le premier dispositif, le dispositif de droit commun, dans quelques mois, il sera moins favorable. C'est la raison pour laquelle on incite très fortement les entreprises, quand elles sont dans le contexte qui permette la mobilisation du dispositif APLD, de pouvoir le mobiliser en passant par le canal de la négociation. Pour information, en Pays de la Loire, on a à peu près aujourd'hui 350 entreprises qui sont entrées dans le dispositif APLD et elles continuent à y entrer parce qu'elles font bien le constat que c'est un dispositif, je dirais, de sécurité, filet de sécurité qui leur permet d'avoir un peu de visibilité à moyen terme sur la capacité qu'elles pourront être accompagnées par l'État dans ce cadre-là. Donc, dispositif d'activité partielle qui aujourd'hui est décliné selon deux formats, activité partielle de droit commun et activité partielle de longue durée, avec des modalités d'indemnisation qui aujourd'hui sont similaires mais qui vont évoluer et donc qui vont rendre plus favorable le recours au dispositif d'APLD, des conditions de mobilisation qui sont un peu différentes, mais en tout cas des modalités d'accompagnement qui permettent aux entreprises de limiter je dirais, les à-coups et de lisser finalement en cas de baisse d'activité en évitant au maximum les ruptures de contrat de travail. C'est le premier enjeu des dispositifs de l'État pour l'accompagnement des entreprises et des salariés. Le deuxième objectif qui était je dirais, de profiter, si je peux dire, du temps de sous-activité pour faire monter en compétences les salariés et pour accompagner le développement de leurs compétences et assurer, le cas échéant également, leur reconversion professionnelle. C'est l'objectif du deuxième grand dispositif qui a été mobilisé à l'occasion de la crise sanitaire. L'outil, vous le connaissez peut-être, c'est le Fonds national pour l'emploi formation, qui là aussi, aujourd'hui, présente deux voies. La première, c'est principalement la formation, le développement des compétences des salariés qui sont placés en activité partielle, donc des salariés pour lesquels les entreprises ont bénéficié du droit à recourir au dispositif d'activité partielle. Donc, premier élément qu'on va voir. Et puis le deuxième, c'est un dispositif qui a été négocié avec les partenaires sociaux, qui est une forte demande nationale des partenaires sociaux, qui a été travaillé au cours du dernier trimestre 2020 et qui va se mettre en place en début d'année, donc dès 2021, et qui s'appelle Transition collective. J'y reviendrai, mais l'objectif là, c'est d'accompagner des reconversions professionnelles pour des salariés dont l'emploi est menacé. S'agissant du dispositif de formation pour les salariés placés en activité partielle, je vous donne à titre d'information donc les modalités de prise en charge que l'on connaît aujourd'hui, qui vont certainement encore évoluer et s'adapter là encore au contexte que rencontrent les entreprises. Mais retenez qu'aujourd'hui, la prise en charge est comprise entre 70% et 80% des coûts pédagogiques, sachant que jusqu'au 1er novembre dernier, l'État prend en charge la totalité des coûts pédagogiques des formations des salariés qui étaient placés en activité partielle. Donc, on a un dispositif qui s'est légèrement refermé, mais qui reste quand même très incitatif pour accompagner la montée en compétences des salariés. Là aussi, pour vous donner quelques éléments de contexte, en Pays de la Loire, nous avons mobilisé un peu plus de 16 millions d'euros pour assurer donc, le financement de ces actions de formation auprès des salariés concernés,
et que ces montants de 16 millions, d'un peu plus de 16 millions d'euros, ont permis d'accompagner la formation de plus de 23 500 stagiaires, donc au cours de la période avril 2020 et 31 décembre, pour plus de 367 000 heures de formation. Donc, vous voyez des volumes à la fois en termes de salariés touchés, mais aussi de formation qui sont très significatifs et qui ont été l'occasion pour les salariés et pour les entreprises de monter en compétences, de pouvoir accéder à des nouvelles compétences en lien principalement avec les besoins que pouvaient exprimer à court ou moyen terme leurs entreprises. Parallèlement à ce dispositif donc, de formation des salariés placés en activité partielle, donc je disais, un nouveau dispositif a été mis en place et en cours d'installation. Hein, pour être tout à fait clair, on attend encore quelques éléments de cadrage, mais on sait dès à présent quels sont les principaux acteurs qui vont contribuer au déploiement de ce dispositif, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque le ministère du Travail a lancé en fin d'année dernière un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de booster les territoires qui pourraient être intéressés à constituer des plateformes territoriales du déploiement du dispositif transition collective. Donc, on est vraiment au cœur d'un dispositif qui est en train de se construire. Et son objectif, c'est assurer et faciliter les reconversions professionnelles de salariés dont l'emploi est menacé au sein de leur entreprise et anticiper en fait un risque de rupture de parcours professionnel par une action de formation que le salarié suit alors même qu'il est encore salarié pour pouvoir, le cas échéant, se projeter sur un nouveau parcours, un nouveau projet professionnel au sein d'une entreprise qui recherche des compétences. L'enjeu étant que, malgré la situation économique dans certains secteurs d'activité, on constate encore que, selon les territoires et selon les métiers ou les secteurs, on a encore de fortes tensions et de fortes difficultés pour un certain nombre d'entreprises de retrouver ou de trouver des compétences correspondant à leurs attentes. Donc, le dispositif transition collective a vocation, par une démarche d'anticipation à la transition professionnelle, d'orienter les reconversions professionnelles vers ces métiers dits prioritaires ou porteurs, et donc de faciliter l'appareillement sur un même territoire ou sur un territoire de proximité de salariés et d'employeurs en recherche de compétences. Ces reconversions professionnelles, elles vont être financées jusqu'à 24 mois de formation. Vous voyez, on est plutôt sur des formations longues et qualitatives, avec un objectif donc de certification à l'issue du parcours de formation. Et ce dispositif donc national va être financé par le FNE Formation à des conditions qui sont là aussi particulièrement favorables au regard des dispositifs existants jusqu'à présent, puisque le financement va couvrir à la fois la rémunération du salarié pendant son parcours de formation, mais également, évidemment, les coûts pédagogiques associés à cette démarche de formation. Vous voyez sur le prochain slide les modalités de financement hein, qui dépendent, pour tout vous dire, de la taille de l'entreprise d'où est issu le salarié. Donc, des modalités de financement de l'État qui sont compris entre 40 et 100% de prise en charge, coût global, selon la taille de cette entreprise. Il y a une première question dans le chat, Monsieur Larcher. J'en profite pour dire aux participants, n'hésitez pas à réagir. Donc la question concerne justement le dispositif Transco. Est-ce que ce dispositif intègre la création ou la reprise d'entreprise des personnes qui auraient un projet de création ou de reprise d'entreprise dans les métiers porteurs? Alors, c'est pas la logique de départ. Donc, la logique de départ, c'est bien d'avoir un statut de salarié à l'issue du parcours de reconversion professionnelle. D'accord. Donc, on peut avancer si vous le souhaitez. Oui. Donc là, simplement, bon, vous aurez le support. Donc,
simplement pour indiquer, je précisais quelles sont les modalités de prise en charge par l'État. Et puis, donc, selon les situations, vous voyez que le reste à charge entreprise, alors le reste à charge de l'entreprise aujourd'hui, c'est le reste à charge de l'entreprise qui est aujourd'hui l'employeur du salarié qui s'engage dans un parcours de reconversion. Il pourra y avoir très certainement une réflexion qui peut se construire si l'entreprise qui pourrait bénéficier de cette reconversion professionnelle pourrait être cofinanceur de ce parcours. Voilà les deux principaux dispositifs, activité partielle d'un côté et F9 formation de l'autre, avec dans le F9 formation aujourd'hui deux entrées. La première, c'est, je dirais, la formation des salariés en activité partielle. La seconde, c'est plutôt un dispositif qualitatif d'accompagnement des transitions professionnelles de salariés par des actions de formation, de reconversion, donc avec une prise en charge financière dans les deux cas qui est significative et qui permettra, on l'espère, aux entreprises et aux salariés de pouvoir se mobiliser dans ce dispositif dans la mesure où c'est un sujet pour eux. Je voulais terminer par deux autres dispositifs qui sont aussi à mettre en lisibilité et que nous accompagnons au niveau régional. Le premier, c'est un dispositif qui vise à accompagner la fonction RH des entreprises, principalement alors, de moins de 250 salariés. Là, on est sur des règles classiques d'accompagnement et d'aide au conseil aux entreprises. Le dispositif qui s'appelle pour l'État prestation conseil RH a pour ambition donc, de mettre à disposition des consultants externes à disposition donc, des entreprises pour leur permettre de travailler sur des sujets RH. Comment on enrichit la fonction RH des plus petites entreprises, sachant qu'on sait que bien souvent, c'est aussi sur ces sujets qu'il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées. Donc, retenez qu'aujourd'hui, l'État au niveau régional, par le canal des OPCO, peut proposer des financements de consultants extérieurs au sein des entreprises, le financement étant relativement incitatif là encore, puisque la part État de prise en charge est comprise entre 50 et 70% du coût du prestataire, sachant qu'on travaille aussi de concert avec le conseil régional sur ce sujet, avec les OPCO, et que dans un certain nombre de cas, les OPCO ont été en capacité de faire des offres de services permettant de laisser un reste à charge à l'entreprise qui est parfois zéro ou parfois très limité. Donc, c'est une vraie opportunité pour les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui souhaitent être accompagnées sur la fonction RH de pouvoir mobiliser ce dispositif via les OPCO pour ce qui nous concerne, puisque c'est par leur intermédiaire qui est beaucoup plus fluide, c'est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise. Et à ce titre-là, il nous semble pertinent que ça puisse être ces acteurs-là les premiers concernés. Et enfin, et je vais faire ainsi le lien avec ma collègue de la région, à l'occasion de la crise sanitaire, et comme j'en faisais état tout à l'heure, on peut se trouver confronté sur un même territoire des entreprises qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément besoin de l'ensemble de leur main-d'œuvre, qui vont de fait être amenées à recourir à des activités partielles et en même temps à des entreprises qui sont confrontées à des difficultés pour recruter du personnel. Donc, à ce titre, il y a un dispositif que vous connaissez peut-être qui est prévu de longue date, qui existe en tant que tel, qui s'appelle le prêt de main-d'œuvre, qui permet à une entreprise A, de mettre à disposition un ou plusieurs salariés d'une entreprise B dans le cadre d'une convention de prêt de main-d'œuvre. Vous savez que ce dispositif est encadré juridiquement pour éviter que le prêt de main-d'œuvre soit considéré comme illicite, c'est-à-dire que l'une ou l'autre des entreprises tire profit ou tire un gain de cette mise à disposition, que le principe est que normalement donc, cette mise à disposition doit se faire à euro constant, c'est-à-dire que la facturation de la première entreprise vers la deuxième doit correspondre au coût du salarié et uniquement à ce coût-là. À l'occasion de la crise sanitaire et pour favoriser ces opérations de prêt de main-d'œuvre, un certain nombre de dérogations ont été mises en place. Et à ce jour-là, et dans le cadre du dispositif donc, qui est actif jusqu'au 30 juin 2021, vous avez les entreprises qui sont aujourd'hui en activité partielle, ont la possibilité de mettre à disposition leurs compétences des salariés au sein d'autres entreprises sans avoir l'obligation de facturer la totalité du coût
de ce salarié. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inciter le recours à ce dispositif en alternative à un dispositif qui serait celui de l'activité partielle. Donc, essayer voilà, de fluidifier, de faciliter cette mise à disposition par notamment cette dérogation. Ok, merci pour tous ces éléments, Monsieur Larcher. Voilà. On a quelques questions dans le chat. Je vous propose peut-être vous les poser dès maintenant et puis ensuite on passera la parole à Madame Loué de Solutions & Co. Donc une première question qui concerne le dispositif Transco. Alors juste sur la transition collective, je vous précise qu'il y a un autre webinaire qui sera dédié justement au parcours de transition collective qui aura lieu le 18 février où on reviendra dans le détail sur ces éléments-là. Mais il y a une première question effectivement. Donc est-ce que ça concerne l'ensemble des territoires en Pays de la Loire, ce dispositif, ou est-ce que c'est seulement certains territoires? Et une deuxième question du même ordre qui demande si ça cible exclusivement les territoires d'industrie en Pays de la Loire. Alors, c'est un dispositif, et c'est une question intéressante, c'est un dispositif qui a vocation à se déployer sur l'ensemble des Pays de la Loire, qu'il y ait ou pas de plateforme territoriale mise en place. Donc là, on va vraiment dans la logique de la réponse à un besoin. Donc, nous, de notre côté, avec l'ensemble des acteurs qui sont intégrés dans cette réflexion-là, on va être en force de proposition et de communication auprès des entreprises, mais bien évidemment que ce dispositif a vocation à se déployer sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. D'accord. Et donc une autre question, est-ce que donc sur plutôt le dispositif prestation de conseil en ressources humaines, est-ce que les thématiques en conseil RH sont-elles prédéfinies sur ce dispositif-là? Alors, on a effectivement des thématiques, mais retenez que globalement, c'est l'ensemble des thématiques RH qui peuvent être sujets à intervention d'un consultant RH. Ça va du dialogue social dans l'entreprise à comment on facilite l'intégration. Ah, on a un petit souci de son, j'ai l'impression. Sur un salarié, comment on accompagne le développement des compétences salariés. L'ensemble des sujets RH au sens large sont mobilisables. Ok. Je ne sais pas si ça a été pour vous. Moi, j'ai eu un petit moment, ça a été brouillé au niveau du son sur votre dernière phrase, Monsieur Larcher, mais je ne sais pas pour les autres participants s'ils ont pu entendre. Donc, globalement, en tout cas, c'est sur l'ensemble du conseil RH, les consultants, sur lesquels les consultants peuvent intervenir. Effectivement, Madame Chevret nous dit, on n'a pas entendu la dernière phrase. Si vous pouvez reprendre, peut-être, Monsieur Larcher. Oui. Alors, je vous confirme que c'est vraiment sur l'ensemble du spectre RH. Les prestataires peuvent être mobilisés pour accompagner les entreprises. Et d'ailleurs, sur la dernière slide, si vous voulez la mettre à l'écran, je me suis permis de vous faire le lien, mais je crois que vous l'aviez peut-être déjà dans l'invitation, vers une boîte à outils mise à disposition des entreprises et qui est faite par la Directe Pays de la Loire, sur lequel vous allez retrouver des fiches pratiques et des liens utiles vous permettant sur l'ensemble de ces différents dispositifs de pouvoir avoir des informations complémentaires. On en a une sur la prestation conseil RH, on en a une sur la formation, sur les dispositifs d'activité partielle, sur le prêt de main-d'œuvre. Et ces différents outils sont vraiment des outils pratiques qui sont actualisés autant faire se peut. Donc, vous voyez, la dernière actualisation, ce n'est pas plus tard que hier. Donc, voilà. Si vous voulez regarder, par exemple, sur, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir, par exemple, celle sur la prestation conseil RH, l'appui conseil RH. On a essayé de mettre à disposition des entreprises à la fois une petite présentation synthétique pour lui permettre d'avoir les principaux éléments à sa disposition, les modalités de mobilisation, et puis ensuite, en général, en fin de fiche, vous avez quelques liens utiles qui envoient aussi de la directe pour avoir des compléments d'information, soit sur des sites notamment du ministère du Travail. Enfin, vous voyez, on a essayé d'être le plus clair possible et permettre à ce que les entreprises puissent mobiliser les dispositifs de la meilleure des façons. Ok, effectivement, du coup, je vous invite à aller donc sur et à peut-être à mettre dans vos favoris le site internet Pays de la Loire direct.gouv.fr et donc à aller sur cette boîte à outils. J'essaierai de la mettre dans le chat tout à l'heure, ce qui permet effectivement de rester informé sur tous ces dispositifs qui sont susceptibles d'évoluer, notamment en termes de calendrier, sur un certain nombre d'éléments.
Du coup, je vais passer la parole à Madame Loué de Solutions Co pour donc qui va intervenir pour vous présenter du coup cette solution partage. Voilà, vous allez pouvoir prendre la parole, Madame Loué. Merci. Je vais J'arrête le donc partage d'écran. en profiter pour remercier le Carif Foref de nous avoir invités à l'occasion de ce webinaire pour présenter la plateforme Solutions Partage, une plateforme qui est déjà en ligne et que je vais partager avec vous directement de façon à ce que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je me présente auparavant, donc je suis Sylvie Loué, chargée de mission à l'agence régionale de développement économique qui s'appelle Solutions Eco. Et donc, je suis en particulier chargée de la coordination et de l'animation de cette nouvelle plateforme qui est en ligne depuis le mois d'octobre. Alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez effectivement cette plateforme. Voilà, Effectivement. vous la voyez, je pense. Tout à fait. Donc, cette plateforme a pour objectif de mettre en relation les entreprises de la région qui souhaitent partager des ressources, tout type de ressources, que ce soit de la main-d'œuvre, des matériels, équipements locaux. Et donc, ça peut être aussi des matières, des formations. Donc, c'est vraiment un outil dédié et au partage de ressources globalement. Et cette plateforme a été mise en place donc pour répondre à des besoins qui ont été identifiés, notamment lors du contexte de crise sanitaire et de confinement à partir de la période de printemps dernier. Et comme le disait donc Denis Larcher, des premières, dans ce contexte vraiment très particulier de tensions liées à cette crise sanitaire et économique, très rapidement, les entreprises se sont trouvées dans des situations soit d'intense activité ou à l'inverse d'une baisse très nette d'activité. Et vous avez certainement entendu parler, peut-être dans la presse, vous avez vu ça, un premier prêt de main-d'œuvre qui a été assez médiatisé, c'est celui de l'entreprise Call Me Open qui a fabriqué des masques, qui a donc accueilli du personnel de l'entreprise Scania. Donc, c'était un petit peu voilà, une démarche exemplaire et la région, à travers son plan de relance, a souhaité intégrer une mesure pour faciliter cette mise en relation entre les entreprises et de les encourager à avoir ce type de réflexe qui porte sur le prêt de ressources, le partage de ressources. Donc c'est une démarche, qui est, on va dire, une démarche de coopération et de solidarité entre les entreprises. Donc c'est en cela que, cette plateforme a été mise en place. Je déroule sous vos yeux là donc les différents types de ressources à partager, que ce soit les compétences, tout ce qui concerne le matériel, donc des machines qui seraient inutilisées de façon ponctuelle et qui pourraient bien entendu bénéficier à une entreprise de proximité. Il est aussi proposé donc de mutualiser des formations et de partager des locaux, des bureaux qui sont ponctuellement utilisés et qui pourraient être partagés, et ainsi que les matières et les consommables. Donc ça, c'est euh, quelque chose de nouveau qui a été mis en place début décembre, mais qui n'apparaît encore pas là sur la page d'accueil. Mais en tout cas, tous ces types de ressources sont mutualisables sur cette plateforme. C'est une plateforme qui est régionale pour l'instant, mais qui a déjà été mise en place par
Angers Métropole, avec son agence de développement économique, l'ALDEV, qui travaille sur ce même outil. Et Laval Économie a également mis en place une plateforme qui s'appelle Click and Collab. C'est le même principe, en fait, la démarche reste la même, qui se base donc sur la mutualisation de ressources. C'est une plateforme qui vise à être déployée au niveau des territoires, donc des intercommunalités. Certaines sont d'ores et déjà appropriées cette plateforme parce qu'on sait d'expérience que c'est une démarche qui prend tout son sens à l'échelle locale parce que c'est une démarche de confiance qui est à mettre en place entre les entreprises et les territoires déjà impliqués dans une démarche d'économie, d'écologie industrielle, savent de quoi je parle puisque c'est leur quotidien, c'est le but de leur travail à l'échelle du territoire, de mettre en relation les entreprises. Je vous propose de rentrer dans le concret en quelques minutes pour vous faire une démonstration rapide de façon à ce que vous voyez de quoi il s'agit. Je prends là le compte d'une entreprise pour que vous voyez effectivement l'accès à cette plateforme. Tout type d'entreprise peut s'inscrire gratuitement sur cette plateforme en saisissant un mot de passe et un identifiant et en validant la charte de l'utilisateur ainsi que les conditions générales d'utilisation. Et vous voyez apparaître ici une carte qui matérialise en quelque sorte les membres de la plateforme. Au niveau géographique, vous voyez que ça se concentre bien entendu sur la région des Pays de la Loire pour l'instant. Il y a à peu près 200 entreprises qui se sont inscrites et c'est une plateforme nationale. Vous voyez qu'il y a également des offres qui commencent à émerger sur différents territoires en France. Mais bon, moi, je vais me concentrer donc à l'échelle régionale. Donc là, vous voyez un menu sur la gauche de l'écran. C'est vraiment une plateforme qui est assez instinctive et qui permet assez rapidement de comprendre, d'identifier les 4 modules sur le partage de ressources, compétences, matériels locaux, matières et consommables, ainsi que une mutualisation de formation. Sur ce sujet-là, les formations, en fait, ne sont pas proposées sur la plateforme, hein. Il n'y a aucune proposition d'offre de service, ce n'est pas le principe. Il s'agit simplement de partager un projet de formation qui peut être mutualisé à l'échelle d'un territoire, et qui correspond à une préoccupation ponctuelle d'entreprise au sujet d'un thème qui peut être qualifié, que ce soit la sécurité, la formation au métier ou l'informatique. Enfin, vous voyez, il y a 6 thèmes un peu récurrents qui sont proposés et donc le membre de la plateforme peut saisir un texte libre de façon à décrire le projet de formation et ensuite donc partager ce projet à la communauté en le validant et ainsi faire appel à des entreprises de proximité qui seraient intéressées pour mutualiser une formation au plus près des salariés et non pas l'inverse, faire se déplacer les salariés vers le formateur. Là, c'est l'inverse qui se passerait et un calendrier est en place pour inscrire lorsque les entreprises concernées et intéressées tombent d'accord sur une date. La plateforme propose donc d'inscrire cette formation sur un calendrier de façon à la rendre visible et à intéresser d'autres entreprises de proximité. Je vais prendre également l'exemple donc de mutualisation de compétences puisque c'est un sujet qui nous intéresse. C'est un principe donc qui concerne les entreprises qui sont en baisse d'activité et qui souhaitent
effectivement mettre des compétences à disposition, ainsi préserver les compétences pendant la durée du prêt de cette main-d'œuvre, et ainsi faire en sorte que la baisse de charge soit effective de son côté. Pour le salarié, c'est une façon de garder son contrat au sein de l'entreprise et de développer des compétences, voire acquérir de nouvelles expertises. Et enfin, pour l'entreprise accueillante, c'est une façon euh, d'intégrer de nouvelles expertises, ou en tout cas de faire face à des difficultés de recrutement ponctuelles, ou de faire appel à, un salarié de façon ponctuelle dans la durée. Donc, en cliquant sur proposer une compétence, la personne peut rapidement saisir le poste. Enfin là, je clique sur des mots-clés qui étaient déjà préenregistrés. Donc, ça peut être des mots tels que serrurier ou métallier. C'est un peu les profils en ce moment qui peuvent être demandés, recherchés, puisque les entreprises qui s'inscrivent sont plutôt dans le domaine industriel. Il est possible également de sélectionner des filières prédéterminées, ainsi que des domaines d'activité et des métiers. Donc, tout ceci peut rapidement être complété par le responsable RH, par exemple. Ensuite, il est demandé de décrire la compétence du salarié, mais il ne s'agit pas de décrire ou de nommer le salarié en aucun cas. Ça reste une démarche anonyme dans un premier temps. Donc, bien entendu, l'entreprise reste anonyme, ainsi que le salarié. Ni l'un ni l'autre ne sont nommés. Donc, les compétences spécifiques peuvent porter sur des atouts, soit une langue étrangère ou autres compétences qui pourraient être intéressantes de spécifier. Et ensuite, donc, la distance est intéressante aussi à fixer pour que les entreprises sachent l'éloignement, en fait, et puissent juger si effectivement la proposition peut leur convenir. Et ensuite, évidemment, il y a des possibilités de compléter des informations de façon libre. Donc là, c'est quelque chose qui est assez instinctif à compléter. Et comme vous le voyez, il s'agit dans un premier temps de décrire le plus précisément possible la demande, de façon à interpeller les membres de cette plateforme. Et il est possible de faire des recherches de compétences. Donc, si donc l'entreprise est en recherche de compétences spécifiques, elle peut aller chercher effectivement là sur une liste des compétences, des annonces qui auront déjà été déposées. Vous voyez que ce sont donc, avec le petit rectangle rouge là, ce sont des entreprises pour l'instant qui sont bien identifiées en région Pays de la Loire, et à terme qui seront identifiées en fonction des territoires qui auront adhéré à cette plateforme. Donc, à la place de région des Pays de la Loire, il sera indiqué le nom du territoire qui se sera approprié la plateforme. L'URL également est modifiée, donc tout l'environnement est personnalisé à l'identité des territoires qui seront engagés dans cette démarche, parce que c'est une véritable démarche qui est à mener auprès des entreprises, parce que c'est quelque chose quand même qui, dans certains domaines comme l'EIT, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé depuis plusieurs années. Mais il est vrai que, comme le disait Denis Larcher, le prêt de main-d'œuvre, c'est pas nouveau, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose qui est assez ponctuel et qui n'est pas encore très connu jusqu'à présent. Donc, il a vraiment un accompagnement à faire auprès des entreprises.
Donc voilà, grosso modo, je vous ai montré, j'espère que vous avez donné envie d'aller voir et de vous inscrire pour aller voir comment fonctionne cette plateforme. Ok, merci Madame Loué. Alors n'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions, que ce soit pour Madame Loué ou pour Monsieur Larcher, à réagir dans le chat. En termes justement de nombre de coopérations, de nombre de prêts qui ont été réalisés, que ce soit sur de la main-d'œuvre, que ce soit sur des locaux, est-ce que vous avez un petit peu les premiers éléments? Pour mémoire, elle a été lancée à l'automne, cette plateforme, à Madame Loué. Oui, c'est une plateforme qui a été lancée donc en mi-octobre. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Comme je vous le disais, il y a à peu près un peu plus de 200 entreprises inscrites avec une soixantaine de ressources partagées, beaucoup d'annonces sur des besoins en compétences. Oui. Plutôt dans le domaine industriel avec des besoins en métallier, en technicien de maintenance, conducteurs, opérateurs. Donc voilà, ces profils qui sont recherchés, des techniciens, ingénieurs qualité. Donc c'est beaucoup de voilà ce type de demande qui et concernant le partage effectif, le prêt de main d'œuvre, c'est quelque chose quand même qui est assez long à préparer puisqu'il y a les instances de personnel à consulter, il y a les salariés, donc c'est vrai que ça prend du temps. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place puisqu'on a il y a des entreprises qui ont déjà nous ont donné des marques d'intérêt pour le partage de main-d'œuvre, mais qui devrait se concrétiser là d'ici début d'année. D'accord. C'est à venir. On a déjà plusieurs signes. Je ne vais pas communiquer sur les entreprises tant qu'elles ne le font pas, mais ça devrait prochainement déboucher sur des premiers partages. Ouais, effectivement, le contexte sanitaire qu'on a depuis quelques mois, etc., aussi met un petit peu en lumière ces opportunités de prêt de main-d'œuvre qui étaient finalement très peu utilisées auparavant, quoi. Est-ce que, Monsieur Larcher, vous aviez, vous, d'autres éléments sur lesquels vous vouliez réagir par rapport des oublis éventuellement sur la présentation ou des compléments à apporter? Ou est-ce qu'il y a des questions Pas de certains d'entre nécessairement. Je pense que sur la dernière slide, vous aviez les coordonnées. vous? Oui. Voilà. Oui, effectivement, j'en profite pour préciser que Madame Loué m'a transmis aussi une présentation de la plateforme Solutions Partage, donc qu'on enverra et qui sera mise en ligne sur le site du Carrefour F. Et puis, on enverra également le diaporama que Monsieur Larcher nous a fourni. Donc effectivement, il est 14h55. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Juste avant de conclure, je vous annonce les prochains rendez-vous de la professionnalisation. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Donc le 21 janvier, il y a un webinaire qui aura lieu sur le plan Un jeune, une solution. Le 2 février, il y a un webinaire sur l'impact des transitions écologiques et numériques sur les métiers. Les 9 et 11 février, il y a une action, un atelier d'information et d'échange de pratiques donc entre conseillers notamment sur faciliter l'accès au numérique pour tous, avec donc la question sur le numérique, l'accès aux équipements, la connectivité, l'adaptation des outils, des applications numériques, et puis également les questions de compétences numériques, comment accompagner les publics sur la montée en compétences sur le numérique, et puis les questions d'e-réputation. Et puis le 18 février, on en a parlé tout à l'heure, donc je le reformule, un webinaire sur les parcours de transition collective. Un zoom sera fait sur ces questions-là. Et donc pour s'inscrire à toutes ces actions, le site Choisir mon métier pro, donc sur la page professionnalisation, vous pourrez retrouver tous ces éléments. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a permis d'y voir plus clair sur ces questions de transition collective. Et on vous souhaite, alors je ne vois pas pour l'instant le chat s'il y a d'autres questions ou pas. Sinon, on vous souhaite une bonne après-midi. Alors, je regarde la fenêtre de chat.
Non, pas d'autres questions particulières. Merci à Monsieur Larcher et Madame Loué pour leur intervention cet après-midi. Et puis, bonne continuation à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir.